à quelque chose. Moi, j'ai participé à un film d'animation très court avec deux groupes d'handicapés, des Anglais et des Français. Et il y a une chose que j'ai remarquée, moi j'avais seulement traductrice, interprète, c'est que les Français donc handicapés, c'était un public de déficients, enfin c'était des déficients intellectuels, ils ont fait toute la création eux-mêmes, les deux, et c'était les Anglais qui proposaient le film d'animation, la technique de film d'animation pour le faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le groupe des Français, donc il y avait 6 personnes de chaque côté, étaient les plus créatifs au niveau dessin, même au niveau idée. Je crois que la plupart des idées sont venues des participants français, et au niveau du dessin et des choses, juste comme ça pour dire que la qualité de l'imagination était très florissante. On est un peu dans les idées convenues, mais c'est vrai que malgré tout, on se retrouve plus facilement avec les Français créatifs et les anglo-saxons financiers du truc. Mais ça arrive, c'est ce qui se monte en production, effectivement, souvent. Mais il y a sûrement des choses à faire, amalgamer les deux, parce que visiblement les Américains sont très forts au niveau production, au niveau des finances, etc. Et en France, la créativité est florissante, mais par contre, vous ne trouvez pas de débouchés. C'est d'après ce que vous dites, les débouchés sont bloqués. Enfin, on vous bloque. Pour certains domaines, hein, attention, encore une fois, là, c'est l'état de l'animation en France. Oui. Voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des indépendants qui travaillent, qui font du court-métrage, on a un immense festival qui est ce week-end, d'ailleurs, à Annecy, qui est l'un des plus gros festivals d'animation de la planète. Voilà, non, il y a des... Là-dessus... Il y a encore une exception un peu culturelle française en termes de création. Certainement, il se passe plein de choses dans plein de pays d'Europe, mais les écrivains anglo-saxons, ceux qui arrivent à lire un tout petit peu le français, qui, en tout cas, lire les 4e de couverture, les bouquins, etc., dans des festivals de science-fiction comme les Utopias, souvent, les gens disent c'est incroyable, quoi, votre production. En termes de diversité, d'imaginaire. Il y a aussi des raisons pratiques qui sont qu'en France, on a encore pas mal, notamment dans la science-fiction, de petites structures éditoriales qui sont quand même, qui passeront par les canaux de distribution et diffusion habituels, mais qui sont quand même, qui ont des... des équilibres financiers qui sont... Alors, les gens ne se payent pas, ou machin. Naturellement, on a commencé aux éditions de Nemos, et on a vécu le truc en interne, parce qu'on écrivait quasiment les bouquins sur place, et qu'on voyait bien en même temps les gens se débattre au téléphone avec les banquiers, les distributeurs, etc. Ce qui était même des conditions de boulot assez épiques. Mais voilà, vous allez dans une librairie, vous allez en Angleterre, vous allez à Londres, vous voyez que les librairies, et c'est la même chose à New York, et c'est bien pour ça que ces librairies sont en train de fermer et se faire bouffer par le numérique, c'est des espèces de supermarchés du livre. Et il n'y a que de la place pour les best-sellers, quoi. Donc, il y a quelques auteurs qui sont représentés par des agents qui eux-mêmes ont fait un filtre pas possible, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a qu'un certain type de bouquin qui peut être publié. Forcément, une fois que ces bouquins-là sont publiés, il y a toute une machine de guerre qui se met en place derrière, et généralement, c'est des best-sellers. En France, on a effectivement des toutes petites structures avec plein d'auteurs, avec des voix différentes, des écritures extraordinaires, de la poésie, de l'imagination, comme peut-être on ne peut pas en trouver, ou beaucoup moins. En plus, il faut rapporter au nombre, la taille des États-Unis, la taille de la France, par exemple. Et voilà, je pense que c'est la même chose pour le cinéma. Ça repose aussi sur un historique, sur les... alors là, on ne peut pas parler de formation pour les romans, parce qu'il n'y en a pas, donc c'est pas une question d'école, etc., mais c'est une question de... Il y a des structures qui donnent leur chance à des jeunes auteurs, et il y a des livres qui peuvent exister et qui ne pourraient pas exister ailleurs. Après, ça ne veut pas dire que les Américains et les Anglais font la merde. C'est valable pour le livre, mais d'après ce que vous dites, pour le film d'animation, c'est pas le cas. Et le cinéma, là, je pense que la France a perdu ce qu'elle avait. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup plus, c'était pas le cas il y a quelques années, au cinéma anglais, par exemple, qu'au cinéma français. Ouais, mais ce qui est frappant, par exemple, c'est pour la télé, où, encore une fois, on voit bien qu'on est quand même quand je dis nous, la génération, en gros, des trentenaires, quadragénaires, etc., qui sont tous maintenant
maintenant qui regardent tous les mêmes séries télé où il y a une production pas possible dans le monde anglo-saxon, il y a une richesse incroyable et qui peut aller de pair très souvent avec une grande qualité. Et en France, il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a un blocage. On a 10 ans de retard, on continue à diffuser des trucs de Navarro et du Lilisco, et les chaînes hertziennes sont en train de crever et elles ne comprennent pas pourquoi, et nous on ne comprend pas pourquoi elles ne comprennent pas pourquoi, parce que ça paraît évident, il faut passer à autre chose, le public, à mon sens, est prêt à passer à un autre truc, et il y a encore des décideurs qui sont crispés parce que ils sont vraiment flippés comme dans des lapins devant les phares d'une voiture, et ils n'arrivent pas à... C'est aussi le résultat d'une politique culturelle en France? Moi je suis pas assez... Non, même qu'une absence de politique audiovisuelle. Enfin, c'est la majorité des budgets. Je vais parler pour l'animation du moins. Je ne sais pas s'il marche le micro. En tout cas pour l'animation, ce sont les chaînes qui sont prescripteurs. Donc il n'y a personne d'autre n'a... Et grosso modo, pour les fictions, ce qu'on appelle la fiction télé, on est à peu près dans le même type de logique. C'est celui qui paye, qui décide, qui fait le... mais après tout, les Américains, c'est ce qu'ils font aussi, et ça ne se passe pas pareil. Non, donc, voilà, plus ouvert. Donc il y a un autre problème, il y a sûrement plein d'autres problèmes. Enfin bon, en France, ce qui est sûr, c'est que c'est TF1 ou M6 quand c'est une production, et puis ça a été à une époque le groupe France Télévisions, et voilà, ils n'ont pas élevé particulièrement le niveau de la série. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Dans le processus de création, alors je reviens vraiment au tout début de ce que vous disiez, dans le processus de création d'un univers de jeu de rôle, pas vidéo, un jeu de rôle papier. Qu'est-ce que ça fait d'être créateur de quelque chose dont on est dépossédé dès que la personne l'achète et se l'approprie en fait? Donc, contrairement au roman ou au jeu vidéo qui est quand même bien balisé, Je crois fondamentalement que c'est un plaisir immense de pouvoir se dire que quelqu'un fait vivre ce que vous avez conçu. Enfin, pour moi, c'est une source immense de satisfaction. Et avoir tous ces regards différents qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, moi j'ai vécu cet univers comme ça, je trouve ça terriblement enrichissant. Enfin, je veux dire, qui ne pourrait pas le ressentir de cette façon? Parce que, véritablement, de toute façon, encore une fois, on pense le jeu de rôle pour qu'il soit, pour muscler l'imaginaire. Donc, on le donne, plus que tout, un roman, je pense que ça parle de soi à travers l'imaginaire, enfin, pour le fantastique en tout cas, mais il y a aussi des choses personnelles, forcément, un filtre personnel. Le jeu de rôle, déjà, est dans on parle d'une métastructure pensée même en amont, c'est la beauté du genre, c'est-à-dire se dire, je pense cette cohérence, cette vaste cohérence, et surtout, je pense, une expérience de jeu, ce qu'oublient trop souvent certains, c'est-à-dire, on revient à l'essence même de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en quoi c'est utile aujourd'hui, par exemple, de faire un jeu de rôle sur l'Eric Fantasy? À quoi ça sert, je veux dire, fondamentalement?